Déjà, les objectifs de la gestion des entrepôts, il y a plusieurs objectifs. On est dans la gestion de la supply chain aval. On va mettre en place différents types d'entrepôts, que ce soit des entrepôts centraux, des entrepôts plus locaux. Tout d'abord, ce réseau que l'on met en place, il a un objectif principal qui va être de répondre le plus rapidement possible à nos clients. C'est ce qui va driver le fait que l'on rapproche plus ou moins nos entrepôts de notre marché local. On va chercher à déterminer le nombre d'entrepôts optimal pour répondre à notre demande selon la spécificité de nos clients. Tout en sachant que plus on va avoir d'entrepôts, plus on va générer des coûts fixes, mais plus on va se rapprocher de nos clients. Géographiquement, on aura une proximité plus importante qui peut apporter certains avantages. Plus on a d'entrepôts, le fait d'avoir cette meilleure proximité, ça va certainement nous aider à augmenter le taux de service, à augmenter l'OTD et à réduire le temps d'approvisionnement puisqu'on va être plus proche, mais cela va générer des coûts supplémentaires. Toujours, on va chercher toujours par ce type d'implantation, par ce choix d'implantation des entrepôts, à ajouter le maximum de valeur à notre supply chain et ajouter de la valeur au niveau de l'entreposage. Ça va vouloir dire réduire nos coûts de transport. Plus on se rapproche du client, moins on aura de coûts de transport. Réduire également les cycles d'approvisionnement pour être plus réactif, pour augmenter notre taux de service, améliorer la fiabilité de nos livraisons et maximiser l'efficacité. Alors plus localement, dans chacun de nos entrepôts, on a des activités à gérer en interne. Tout ce qui va être manutention, gestion des pièces. Tout ça, il va falloir maximiser l'efficacité de ces opérations pour réduire le coût de fonctionnement des entrepôts. Ajouter de la valeur, ça va revenir à maximiser l'efficacité du fonctionnement de chacun de nos entrepôts. On pourra avoir des activités de consolidation, de cross-docking, de break bulk, tout ça, ça génère de la manutention et bien gérer tout ça, ça permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Donc, indicateur de performance sur cette activité, on va toujours chercher à mesurer la performance de nos entrepôts. Sur ce type d'activité, on va pouvoir mesurer, utiliser certains indicateurs tels que le temps de stockage moyen, qui va répondre par exemple au temps de rotation. Le temps de stockage moyen, ça peut être un bon indicateur. Le temps de préparation d'un ordre ou d'une commande, c'est aussi un bon type d'indicateur pour mesurer notre réactivité lorsqu'on a une commande à préparer pour un client. Mesurer ce temps de préparation, c'est un bon indicateur de performance. On peut aussi mesurer le pourcentage de produits stockés sans erreur d'emplacement, la fiabilité de notre stock, la fiabilité de nos produits dans l'entrepôt. On peut aussi mesurer le pourcentage de lignes de commande prélevées et expédiées de manière juste, sans erreur. On peut mesurer globalement le ratio d'erreur sur la préparation des commandes, sur les emplacements et le niveau des stocks. Ça peut permettre de donner un aperçu du niveau de maturité de la performance de notre entrepôt. Ces entrepôts, lorsqu'on plonge dans notre entrepôt en lui-même, en interne, il va y avoir plusieurs activités. Ces activités, elles vont démarrer à la réception des produits. Réception des produits. Ça va commencer par réceptionner les produits, puis ensuite il va falloir commencer les manipulations. Et les manipulations, ça va être le déchargement, le rangement pour amener les pièces en stock,
les stocker. Donc, il y a certaines méthodes pour les stocker. Ça fait partie du fonctionnement d'un entrepôt, le stockage. Et ensuite, on arrive sur des activités de picking. Les activités de picking, ça va être des activités de prélèvement. Lorsqu'on va préparer une commande, on va devoir aller chercher les produits et ça s'appelle du picking. Aller prélever du picking. Il y a plusieurs méthodes aussi de picking. Le picking fait partie intégrante des activités. Il y a la préparation de l'expédition, la préparation de la commande, l'emballage, jusqu'à l'expédition vers le client final. Tout ça, ce sont des activités d'un entrepôt, des activités purement logistiques et ça génère beaucoup de monde, beaucoup de frais fixes, beaucoup de frais variables, tout ça. Optimiser le fonctionnement de ces activités, c'est majeur quand on travaille sur les aspects logistiques de nos entrepôts. Alors, il y a une notion à connaître, le cross-docking. Le cross-docking, c'est une méthodologie qui est utilisée dans les entrepôts pour mixer les produits et préparer les commandes. Donc, on peut considérer qu'on a plusieurs fournisseurs qui viennent nous livrer des pièces. Tous les produits acheminés des usines arrivent vers l'entrepôt central. Il y a un quai de réception où sont déchargés l'ensemble de ces produits. Le cross-docking, son objectif, ça va être à partir de cette réception de produits qui viennent directement du fournisseur, généralement, ça va être de remixer tout ça pour préparer des nouvelles commandes à réexpédier vers les clients ou les revendeurs. Dans cet entrepôt, on a un autre quai d'expédition pour charger les camions qui vont partir. Entre ces deux quais, vous avez toute une manipulation, une manutention qui va être la réorganisation des pièces, décharger d'un côté, réorganiser et recharger d'un autre côté. Vous allez, à partir de grosses commandes globales qui arrivent d'un fournisseur, repréparer des petites commandes adaptées à votre client. Ça veut dire mixer l'ensemble de ces produits pour préparer la commande. Le cross-docking, c'est cette activité de croisement des flux entre ce qui arrive, ce qui repart, avec une étape centrale de tri, de manutention et de réorganisation des pièces pour préparer la commande suivante. Donc, c'est le cross-docking. Donc, on le retrouve dans la distribution. La logistique, c'est une méthode qui est très répandue, notamment dans tout ce qui est grande consommation, agroalimentaire, etc. Tout ce qui va finalement générer des gros flux, des gros volumes avec des nombres importants de références. Voilà ce qu'est le cross-docking. Il y a aussi une autre notion liée à la logistique, c'est l'aspect tournée. Quand on cherche à optimiser nos coûts de distribution, on va à un moment donné s'intéresser aux tournées logistiques. Dans un système classique à l'ancienne, on avait des transports directs entre les fournisseurs et l'entrepôt. Chaque fournisseur prévoit une livraison directe, que ce soit à la charge du fournisseur ou à l'autre, mais en tout cas, vous aviez des livraisons directes. Quand on rentre dans une logique d'optimisation des coûts, on va se poser la question de mise en place d'une tournée logistique, c'est-à-dire un camion qui va plutôt aller faire le tour de l'ensemble des fournisseurs pour récolter les produits nécessaires et les ramener à l'usine. On va évidemment gagner énormément en coûts de transport pur. Ça va aussi permettre d'atteindre d'autres objectifs que la réduction des coûts en lui-même. C'est surtout qu'on va pouvoir faire des tournées régulières en récupérant à chaque fois des petites quantités, mais les quantités nécessaires pour la livraison. Donc,
éviter de se sentir obligé d'approvisionner un camion entier d'un fournisseur pour optimiser les coûts. On va dans le sens du lean. C'est le concept d'aller au juste besoin. On récupère les pièces dont on a besoin auprès de chaque fournisseur. À la fois, on optimise les coûts de transport, mais on optimise aussi nos coûts de possession. Parce que l'idée, c'est d'aller uniquement récupérer les pièces dont on a besoin, quitte à faire des tournées plus régulières du coup. Donc l'idée, ça va être de mettre en place plutôt des tournées fréquentes, petites quantités, au juste besoin, pour se mettre dans une vision lean. C'est un gros levier d'économie dans un circuit de distribution. Ça peut concerner toutes les organisations. C'est vraiment une notion qu'on rencontre assez largement, que ce soit pour approvisionner vos composants ou également pour les livraisons finales. Donc, c'est une notion de tournée logistique qu'il faut avoir en tête quand on va réfléchir à une maîtrise des coûts ou à une réduction des coûts de transport. Et ensuite, il y a aussi des méthodes de picking. Le picking, c'est une activité à part entière dans l'entrepôt. Le picking, ça fait partie intégrante du cœur de métier, du cœur d'activité d'un entrepôt. Le picking, c'est aller prélever les pièces pour préparer les commandes. Dans un entrepôt, vous avez des racks qui stockent des pièces sur des niveaux plus ou moins hauts et sur des étendues assez larges. Quand on prépare une commande, il faut aller dans l'entrepôt, récupérer les pièces pour tout rassembler et préparer notre livraison. Et pour ça, on va commencer par éditer une picking list qu'on va donner à un préparateur. C'est un document qui va comporter la liste des produits à aller collecter dans l'entrepôt. Cette picking list, c'est un document administratif qui vous donne l'ensemble des références à aller récupérer. Et après, pour aller récupérer, c'est là qu'on se confronte à plusieurs méthodes de picking, de prélèvement. Donc, il y a 4 méthodes de picking. Le discrete order picking, donc c'est un terme en anglais. En français, collecte unitaire, c'est-à-dire pas de méthode particulière. On a une liste avec des pièces et vous y allez un peu de manière désorganisée. On va récupérer nos pièces. Après, quand on réfléchit un peu à l'optimisation du temps qu'on va passer à aller collecter nos produits, on va mettre en place une méthode de batch picking. Picking par batch. Ça signifie qu'on va regrouper les ordres par référence pour préparer nos commandes. On met un peu d'intelligence là-dedans. On prend plusieurs picking lists et on va récupérer nos composants de manière à regrouper les ordres en fonction des références qui peuvent être communes. Troisième méthode, c'est ce qu'on appelle le wave picking, le picking par vague, qu'on peut traduire. Donc l'idée, ça va être d'aller effectuer une collecte, évidemment avec un objectif de minimiser le temps, en fonction d'une demande particulière. Donc, on parle de vague parce que on a un appel qui est lié à une commande particulière et à partir du déclenchement de cette commande, on va directement récupérer l'ensemble des pièces avec un seul objectif qui est de récupérer et de mettre les pièces au niveau de la préparation pour que les pièces attendent le moins longtemps possible avant leur chargement. Donc on y va en mode réception de commande. On fait une vague de récupération, de prélèvement des produits. On les amène directement dans la zone de préparation. Et l'objectif, c'est de réduire le temps d'attente final pour qu'une fois tous les composants récupérés, ils puissent partir le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle le wave picking. Et enfin, on a le zone picking, qui est assez répandu aussi.
ça va consister à diviser l'entrepôt en plusieurs zones avec un responsable de chacune des zones, avec des préparateurs qui sont attitrés à chacune des zones. On va diviser en plusieurs cellules et les préparateurs sont attribués à une cellule et ils vont préparer les composants présents dans cette cellule. Ça permet surtout dans les grands entrepôts de diviser l'espace et de perdre moins de temps dans les mouvements entre zones géographiques de l'entrepôt. Très intéressant dans le cadre des grands entrepôts. Donc, voilà, ce sont des notions à connaître. Il faut savoir que différentes méthodes existent. Il faut savoir que le picking par zone, c'est quelque chose de répandu. Un préparateur sur une zone, l'objectif, gagner du temps, le batch picking, le discrete order picking. Donc, il faut connaître ces termes en anglais. Et ensuite, après les méthodes de picking, il y a aussi les méthodes de stockage. Donc, les méthodes de stockage, pareil, c'est une activité directement cœur de métier d'un entrepôt. On est dans le cœur de l'activité de l'entrepôt, là. Comment stocke-t-on les pièces? Alors là, on distingue trois méthodes les plus courantes. Donc, tout d'abord, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la Fixed Location Storage, le stockage à emplacement fixe. Emplacement fixe, ça veut dire que pour chaque référence, chaque part number, on a un emplacement qui est réservé et dans lequel on va stocker, disposer les pièces pendant le temps du stockage. Donc, des emplacements fixes tout le temps, c'est-à-dire que l'emplacement ne change jamais. L'avantage de ce type de stockage, c'est que le fait que l'emplacement ne bouge jamais, ça permettra aux opérateurs, aux préparateurs de connaître finalement très bien les zones et de savoir apprendre la répartition des pièces de manière plus facile. Par contre, en revanche, le principal inconvénient de la méthode de stockage à emplacement fixe, c'est que la plupart du temps, au moins la moitié du temps, on estime à 50%, la durée pendant laquelle l'emplacement va être vide, libre. Le problème de ce stockage, c'est que en cas de rupture ou en cas où vous n'avez pas de pièces à stocker, l'emplacement reste attribué et ne peut pas être réalloué à un autre composant. Donc, du coup, vous avez toute une période de temps où l'emplacement sera vide. Et finalement, vous avez prévu de l'espace pour rien. Ce qui nous amène du coup à la deuxième méthode. Une méthode dynamique d'allocation des emplacements pour les références. Tout l'intérêt de cette méthode, ça va être de faire évoluer de manière dynamique les emplacements par rapport à un taux d'occupation à l'instant T. Le système va être géré par le RP, par un système d'information, et en fonction de ce que vous avez à stocker, le système va attribuer un emplacement de rangement. L'énorme avantage là-dedans, c'est que vous allez maximiser le remplissage de vos emplacements et vous allez au final pouvoir réduire votre capacité globale de stockage. Qui dit réduction de la capacité globale dit réduction des coûts de fonctionnement, évidemment. Le principal avantage de cette méthode, c'est de pouvoir réallouer de manière dynamique en fonction du remplissage et du taux d'occupation. Vous allez avoir un nouvel emplacement proposé par le système qui va vous permettre d'optimiser tout ça. C'est un système qui va être géré la plupart du temps par un WMS, Warehouse Management System, avec différentes méthodes qu'on va pouvoir paramétrer, comme du FIFO, comme d'autres types de priorisation. Et enfin, la troisième méthode de zone de stockage.
Alors là, c'est quelque part une méthode un peu hybride entre les deux. C'est que vous allez avoir des zones dédiées par type de produit. Vous allez à la fois bénéficier des avantages de la location fixe, des emplacements fixes, puisque vous avez des zones fixes, mais au sein de la zone, vous allez pouvoir faire évoluer vos emplacements en fonction du remplissage de manière dynamique. Donc, vous allez combiner le meilleur des deux méthodes précédentes. Donc, finalement, ça vous permet d'avoir aussi des zones où vous allez stocker des produits par typologie, ce qui permet aussi d'avoir une certaine logique de rangement entre les références et les zones. Par exemple, toutes les pièces électroniques dans une zone particulière, toutes les pièces mécaniques dans une autre zone. Ça permet d'avoir une certaine logique et de pouvoir organiser différentes activités peut-être de manière plus facile selon les produits que vous gérez. On a différents degrés d'externalisation, différents degrés de maturité, de proposition de service d'un prestataire logistique qui porte un nom de 1 PL jusqu'à 5 PL. PL, Part Logistic. Donc, par exemple, sur un 3 PL qui est une méthode la plus connue, Third Part Logistic. Et entre le 1 PL et le 5 PL, vous avez une offre qui s'étoffe, une offre du prestataire qui va s'étoffer et qui va proposer de plus en plus de services pour justement vous délester de toute l'activité entreposage, gestion, etc. Si on les détaille un peu, quand vous faites appel à un prestataire logistique qui vous propose une prestation de 1 PL, finalement, c'est un prestataire qui va gérer uniquement le transport. Vous l'appelez, il va vous soulager de l'activité de transport. Il sera spécialisé avec son cœur de métier sur le transport. Ensuite, vous avez le 2PL. Donc le 2PL, lui, ça va être un sous-traitant logistique, un prestataire logistique qui va offrir, en plus de la partie transport, il va offrir également une capacité de stockage. Il va stocker dans des entrepôts qui lui sont propres, ce qui va vous délester du coup d'avoir aussi vos infrastructures de stockage. Ce sont des coûts en moins que vous allez confier à un prestataire dont c'est le cœur de métier. En plus du transport, il va gérer le stockage de vos pièces. Ensuite, vous avez le 3PL. Donc là, on commence à aller sur des prestataires d'un bon niveau de maturité. Le 3PL va gérer le transport, le stockage et la préparation des commandes. Il a toute l'organisation qui lui permet, en fonction d'une commande qui vous sera passée mais que vous allez lui transmettre, il va vous préparer directement la commande. Il a en charge le picking, en plus du stockage et en plus du transport. Et il commence à vous proposer une offre qui commence à être assez complète et donc très intéressante. Le 4PL. Alors, le 4PL, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché des prestataires logistiques. C'est un excellent niveau de maturité. Et on voit des prestataires qui montent, qui ont un niveau très élevé, qui ont développé ce cœur de métier et qui sont capables d'offrir tout un panel d'activités, tout un panel de fonctions pour délester les entreprises dont ce n'est pas le cœur de métier sur une entreprise industrielle ou n'importe. Le prestataire 4PL va gérer quasiment l'intégralité de la logistique de votre entreprise, à savoir le transport, évidemment. Il va gérer également le stockage. Il va gérer la préparation des commandes, comme le 3PL, mais il va ajouter, en plus de ces trois activités, la notion de coordination et de supervision de l'ensemble du flux. Donc, en plus de transporter, stocker les commandes, il va optimiser le fonctionnement de tout ça de la manière la plus efficace possible. Il va apporter son expertise de spécialiste sur la gestion des flux internes à l'entrepôt. Ça se fait souvent dans le cadre d'un partenariat.
On est plutôt dans une relation partenaire que la pure relation entre donneur d'ordre et prestataire. Quand on va vers du 3PL ou du 4PL, on tisse réellement un vrai relationnel avec ce fournisseur, ce prestataire. On essaie de travailler ensemble pour optimiser les coûts globaux en lui laissant ses activités de spécialiste, dont c'est le cœur de métier, pour pouvoir vous recentrer sur vos activités qui sont votre cœur de métier. Par exemple, la production. 4PL, on arrive à un niveau de maturité très haut et qui englobe un panel d'activités très large, quasiment tout l'aspect logistique finalement de votre entreprise. Et on voit apparaître des offres 5PL. Ça reste assez rare par rapport à du 4PL où la principale évolution, c'est que le prestataire 5PL va travailler également sur l'automatisation des flux, en plus de toute la gestion logistique, transport, stockage, etc. Il va pouvoir vous offrir une solution d'optimisation des flux qui sera généralement aussi synonyme d'économie lorsque vous commencez à parler de gros volumes. 5PL, c'est une offre qui commence à arriver, mais qui est encore très rare. C'est uniquement dans le cas des grands spécialistes de la logistique sur des métiers très particuliers. Aujourd'hui, les formules les plus répandues sont le 3PL et le 4PL. Le 3PL lorsqu'on est sur de la prestation classique de transport, stockage, préparation de commandes, les opérations logistiques, finalement assez classiques, avec un objectif d'amélioration de la performance, et le 4PL qui représente finalement les meilleurs standards actuels, sans parler du 5PL, c'est l'externalisation la plus aboutie où le prestataire va prendre en charge toute la partie distribution du produit et toute la partie supervision, optimisation du flux global.